Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, ainsi que les nouvelles rubriques qui ont inauguré cette saison 2. Aujourd'hui au programme, Bien dans son job, il y a une vie professionnelle pendant sa retraite, c'est possible et on va en parler avec l'un des fondateurs de la société Expert Connect. Smart Philo, quelle définition donner au mot transparence? Eh bien, le philosophe Thibaut Brière nous fera partager sa définition, son analyse de ce mot. Ce sera dans Smart et Philo. La pause café avec Fanny Griesmer. En entretien, quels sont les mots magiques? Oui, on va essayer avec Fanny de découvrir ces mots qui font mouche pour attirer l'oreille et l'attention d'un recruteur. Le cercle RH et le débat de Smart Job. Est-ce qu'il y a une vie professionnelle, entendons-nous, après une carrière de champion, de professionnel? On en parlera. C'est la reconversion lorsqu'on a été sportif et qu'on essaie bien de reprendre une vie normale. On fera le point avec justement d'anciens sportifs qui ont réussi leur reconversion. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, les villes plébiscitées par les cadres. On en a beaucoup parlé en cette rentrée. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que les cadres se mettent au vert, évidemment. On en parlera avec Julien Breuil de Cadre Emploi. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec une question aujourd'hui, bien dans sa retraite, parce que c'est vrai que pour beaucoup de cadres, vous êtes peut-être sensible à ce que je vais vous dire, quand la carrière professionnelle s'arrête, on part à la retraite, on sait parfois pas trop quoi faire, comment s'occuper, comment donner un sens à sa vie. On en parle avec Gilles Effron. Bonjour Gilles, vous êtes l'un des fondateurs de Expert Connect, vous êtes deux à l'avoir fondé cette société, vous êtes déjà venu au début de la saison Smart Job. Expert Connect fondé en 2005, 22 collaborateurs en France et vous êtes devenu l'incontournable, l'entreprise spécialiste dans quoi? Comment on pourrait vous définir? Dans la troisième vie d'un être humain, quand on est à la retraite, vous donnez une troisième vie à ses salariés? Oui, vous l'avez bien dit. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir. Arnaud Ardouin, de nous inviter, de nous convier à votre émission. C'est toujours un vrai plaisir. Et donc, pour répondre à votre question, oui, en fait, c'est donner du sens, vous l'avez bien résumé, donner du sens au-delà du départ à la retraite et finalement rester actif et continuer à vivre sa passion. C'est toujours intéressant de savoir comment naît une entreprise, une start-up, en tout cas une PME. Comment c'est né dans votre tête? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que ce phénomène-là, il existe depuis 50 ans. On vous remet la médaille, on prend un petit verre de cidre, et puis le salarié quitte l'entreprise avec une petite larme qui coule, et puis c'est terminé. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quand même des phénomènes démographiques intéressants et importants qui se mettent en œuvre, avec un départ massif, un vieillissement général de la population, déjà, dans de bonnes conditions. Et puis d'autre part, donc une augmentation du nombre de retraités. Et donc, les deux phénomènes, si vous voulez, font qu'aujourd'hui, on dispose du coup d'un vivier extrêmement riche de talents disponibles pour les entreprises et qui ont compris l'intérêt de faire appel à eux. Très concrètement, ça marche comment? Je suis une entreprise, j'ai entendu parler d'Expert Connect, je vous appelle et je vous dis, là j'ai un besoin très 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 immédiat et urgent, je ne sais pas, d'un directeur financier et là vous allez chercher dans votre vivier, parce qu'on peut appeler ça un vivier, celui qui correspondra au poste? Oui, c'est assez exactement ce que vous venez de dire. Alors, on va évidemment affiner un peu le besoin, mieux comprendre le contexte, définir les conditions, et puis effectivement trouver dans notre vivier celle qui correspond le mieux aux besoins et qui couvrira le mieux. Juridiquement, il faut quand même préciser qu'il est possible d'exercer une activité salariée tout en bénéficiant de ses droits retraite, on est d'accord? On est bien d'accord, oui. C'est possible, mais que les choses soient cadrées. Il y a bien tout à fait la possibilité de cumuler les deux ensemble, et pas seulement dans un statut de salarié, mais dans d'autres statuts qui peuvent être plus avantageux. Et là, ça va dépendre des pays ou de résidence, un certain nombre de paramètres de la mission, et c'est un des aspects que nous couvrons complètement, c'est de trouver aussi et de mettre en place le meilleur schéma pour le retraité et pour l'entreprise. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord le ressenti de l'entreprise. Comment ça se passe? Parce que là, vous avez un recul et un tableau de bord depuis 2005, avec des retours d'expérience. D'abord, qu'est-ce que vous disent les entreprises de l'expérience? Pour elles, c'est clé, et ça devient de plus en plus clé.
l'expérience, et c'est le bon mot, je vous remercie de l'utiliser. C'est pas que la connaissance, c'est pas que la compétence, c'est bien de l'expérience dont on parle. D'ailleurs, j'en profite, Expert Connect n'a pas de T à expert pour souligner cette dimension expérience. Et donc, les entreprises en sont conscientes de plus en plus. Et donc, nous complétons en fait d'autres dispositifs qui sont déjà en place dans les entreprises. Et celles qui l'ont mis en place sont très satisfaits. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau, de la pénurie de main-d'œuvre, qui est d'ailleurs liée à un décalage entre l'offre et la demande. Souvent, le chef d'entreprise ne trouve pas chaussure à son pied. Est-ce que là, dans ce vivier, il trouve finalement des collaborateurs, des cadres qui correspondent plus à ce qu'il cherche ? Oui, alors c'est-à-dire qu'on va compléter effectivement, notre offre en fait complète ce qui existe par ailleurs, et donc c'est nouveau et ça répond à des besoins. Et pour reprendre le sujet que vous évoquez, donc effectivement il y a des pénuries de certaines compétences, parfois des jeunes qui sont un peu trop verts, si vous voulez, qu'il faut accompagner et coacher par des anciens, des sachants expérimentés. Côté retraité, enfin retraité actif, puisque c'est un mot un peu d'ailleurs qui enferme ce mot retraité. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de ces personnes qui ont terminé leur carrière et qui vont en reprendre une autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eux, ils s'épanouissent, j'imagine. Complètement. Enfin, d'abord, je précise, il n'y a pas que des retraités. Il y a aussi des pré-retraités ou des gens en fin de carrière. C'est quoi, 55 ans Oui, autour de 55 ans et plus, bien sûr. Donc, ce sont des gens qui ne cherchent plus un emploi, un poste. Par contre, sont très heureux de mener des missions et en fait, retrouvent un sens ou continuent à trouver un sens et surtout un statut social, finalement. Être utile, c'est évidemment très important pour l'équilibre personnel et ils se rendent bien compte qu'ils apportent une énorme valeur aux entreprises qui font appel à eux. Alors, on évoquait le statut de salarié qui pouvait cohabiter avec celui des droits retraite. J'imagine que ce n'est pas des statuts de salariés qui cherchent, c'est un peu des mercenaires, ils font des missions à court terme. C'est quoi, ils créent leur boîte, ils inventent autre chose. Quel est le statut possible et le plus avantageux ? Alors en France, pour travailler, si vous voulez, effectivement, vous êtes soit salarié, soit vous êtes en entreprise individuelle, donc l'auto-entreprise dans un régime simplifié, ou soit vous créez une société. Ça, c'est pour la France. Et puis si après, vous faites des missions à l'international, il y a d'autres possibilités que nous pouvons proposer aussi. Et puis si nos retraités sont résidents dans d'autres pays, on fera pareil. Et à chaque fois, on va chercher pour eux, et avec eux, bien sûr, le statut qui leur convient le mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, on va pouvoir savoir quels sont les métiers les plus demandés. Vous avez, j'imagine, comme ça, un classement des métiers les plus demandés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la perle rare ? Qu'est-ce que cherche l'entreprise dans votre vivier qu'elle n'arrive pas forcément à trouver, je dirais, dans l'espace classique ? Alors, ça peut être des compétences très pointues, spécifiques. Alors, ça dépend des secteurs. Par exemple, dans le nucléaire, des gens dans la sûreté nucléaire, par exemple. Dans le ferroviaire, ça peut être des gens dans la signalisation, par exemple. Ça, c'est très pointu, en effet. Voilà. On va retrouver, dans chaque secteur, on va retrouver des métiers très spécifiques. Et puis après, il y a la dimension expérience. Donc, par exemple, des chefs de projet. Vous savez, aujourd'hui, un chef de projet est capable de piloter un grand projet et de comprendre tous les tenants et les aboutissants et de gérer aussi une masse d'acteurs très, très complexe et très, très nombreuse. C'est très recherché et c'est difficile. Ils cherchent des postes de dirigeants, je dirais d'encadrants, de managers, ou ils sont plutôt sur des demandes très techniques ? Parce que c'est une question importante aussi. Oui. Est-ce qu'ils prestatent aussi, je dirais, quelqu'un qui viendrait un peu organiser la boîte ? Alors, en fait, on a trois types de missions, si vous voulez. On a les missions d'expertise. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi des missions de type qu'on appelle transition. Donc là, c'est pour accompagner une entreprise dans une transformation importante. Et Dieu sait si aujourd'hui les entreprises sont confrontées ou doivent nécessairement... Vous devez être sollicité sur ce sujet. Donc on est beaucoup sollicité sur ce sujet. Et puis le troisième volet, c'est plutôt des missions de conseil. Donc aider effectivement un dirigeant pour prendre une décision, construire sa stratégie, construire sa feuille de route. Voilà, les choix. Est-ce qu'il y a des retraités, je mets des guillemets, qui vous disent finalement, grâce à Expert Connect, j'ai donné un nouveau sens à ma vie, parce qu'ils ont dû tous, de près ou de loin, être confrontés à cette question un peu métaphysique, quoi. Ma carrière s'arrête, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors, complètement. Donc, si vous voulez, pour le retraité, c'est vraiment redonner du sens à sa vie et retrouver un équilibre, si vous voulez, qu'il a perdu et qui a été rompu avec son départ à la retraite. Et là, il retrouve un nouveau équilibre qui va évoluer dans le temps. Puis il faut le dire aussi, ça peut être aussi, comme on dit, d'une manière un peu abrupte, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Les pensions sont parfois basses, on a parfois encore des enfants aux études. Enfin, je pense que tout ça contribue aussi à améliorer le pouvoir d'achat. Oui, alors c'est pas la première motivation. Non, mais elle y contribue. Oui, ça y contribue. Et de toute façon, quand il s'agit de travailler pour des entreprises qui se
porte bien, enfin qui continue à se développer. Il n'y a pas de raison non plus de faire du bénévolat, des choses comme ça. C'est plutôt réservé là à une autre catégorie d'organisations ou de PME, de start-up qui sont dans une autre catégorie. Gilles Leffron, avant de nous quitter, vous aussi, vous êtes traversé par cette reprise, cette relance économique. Vous la ressentez chez Expert Connect? Vous sentez que ça repart par les demandes que vous avez? Complètement. Si vous voulez, le Covid, pour nous, on va le dire, paradoxalement, a été une opportunité, puisque finalement, en 2020, pour faire simple, les entreprises ont dû réduire les effectifs pour le secteur aéronautique, commercial, ont mis en place des plans et ont fait partir beaucoup de ressources, dont aujourd'hui toute la filière a absolument besoin. Et donc, dans notre modèle, nous récupérons ceux qui sont partis pendant... Et ils viennent les chercher chez vous? Et ils viennent les chercher chez nous après, voilà. D'accord. Et dans des statuts différents, parce que certains vous disent, moi je veux bien, mais je repars pas salarié. Absolument. Il y a aussi cette notion de liberté, il faut quand même aussi en parler. On peut organiser son emploi du temps, on peut travailler à la maison. Enfin, j'imagine que c'est différent de l'entreprise classique. Oui, et avec le télétravail, ce qui est vraiment intéressant, que plus d'entreprises le vivent, mais du coup, nos retraités aussi, de plus en plus, peuvent télétravailler, ce qui augmente encore en plus la capacité d'aider les entreprises avec des retraités qui parfois ne veulent pas trop se déplacer, mais en télétravail peuvent très bien le faire. Donc la relance traverse aussi Expert Connect. Complètement. On accompagne absolument tous les secteurs et je pense que nous sommes un acteur qui contribue et qui allons aider à la relance. Expert Connect pour vous donner du sens et peut-être une nouvelle étape à votre vie qui n'est pas celle d'un retraité, mais d'un homme expérimenté qui avait terminé sa carrière. Voilà comment on peut peut-être transformer le mot retraité. Merci Gilles Leffron, CEO, cofondateur dont Expert Connect. Expert santé. Et oui, il faut le préciser. Pour l'expérience. Oui, à l'oral, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de T à la marque de votre entreprise pour l'expérience et non pas l'expertise. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, notre rubrique, ça va vous intéresser. Smart Philo. Oui, comment les philosophes regardent l'économie, l'entreprise, et puis tous les mots qu'on utilise évidemment dans le jargon de l'entreprise. On en parle tout de suite et on accueille Thibaut Brière. Smart Philo, notre nouvelle rubrique. Donner la parole à des philosophes. Souvent, ils sont en lien et ont travaillé en entreprise. C'est le cas de Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu souvent dans notre débat et puis vous êtes maintenant dans cette rubrique Smart Philo. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que vous puissiez venir dans nos débats, je le précise. Ce n'est pas restrictif. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, philosophe. Vous êtes venu en tant que philosophe apporter votre regard, votre analyse dans l'entreprise, dans des entreprises. Vous avez choisi de nous parler de la transparence avec cette expression qui jargonne un peu. Faire la transparence. De quoi s'agit-il exactement ? Bien, justement, il s'agit de se mettre au clair là-dessus parce qu'en entreprise, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, il y a une dimension sociale, organisationnelle de la transparence et il y a également une dimension personnelle, existentielle. La première dimension sociale, c'est le fait qu'on peut à nouveau subdiviser en deux catégories. Il y a la transparence verticale, c'est-à-dire c'est fournir aux salariés davantage de données sur la situation générale de l'entreprise, le positionnement des données financières. Bien. Il y a également la transparence horizontale. Et là, en l'occurrence, il s'agit de faire en sorte que les salariés d'une business unit puissent avoir davantage de visibilité sur ce que font les autres. C'est souvent une critique d'ailleurs des salariés entre eux. Oui. On ne sait pas ce qui se passe à côté, c'est la même boîte. Exactement. Et donc là, il s'agit d'ouvrir, alors quand même il y a des cloisons juridiques entre les différentes filiales, entre les entités, que à tout le moins ce soit des cloisons transparentes, de manière à maximiser le partage d'expériences, des bonnes et des mauvaises expériences. Et là est tout le point décisif, c'est-à-dire que souvent, trop souvent en tout cas en entreprise, on se gargarise de transparence alors même que l'on ne va partager que les bonnes expériences et cette transparence ne va être faite que ce qui semble aller dans notre sens, alors que ce qui est utile aux entreprises, c'est de partager les bonnes pratiques, mais aussi les échecs, de manière à ce que les autres ne les reproduisent pas. Il y a un côté vain finalement dans cette volonté de transparence ou pas ? Non. Elle est utile, cette transparence ? C'est extrêmement utile, clairement c'est utile. Mais c'est pas un mot vide, c'est ce que je veux dire. Non, c'est pas un mot vide. Il y a une véritable utilité économique justement qui est liée à la fécondité de la critique, c'est-à-dire qu'il faut mettre en transparence aussi les critiques qui peuvent nous être adressées de l'extérieur, les critiques qui peuvent venir de l'interne, parce que la critique est ton ami et c'est un facteur d'amélioration, premièrement. Et deuxièmement, il y a une utilité politique de la transparence dans les entreprises.
parce qu'on impose de la transparence dans le monde politique. Or, la plupart des hommes politiques qui sont inculpés le sont généralement pour des liens avec des entreprises. Et donc, imposer un degré de transparence au monde politique sans imposer le même degré aux grandes entreprises, c'est désarmer les unes, désarmer l'un, l'État, face aux autres, les grandes entreprises. Alors que les grandes entreprises ont de plus en plus un rôle politique. Et donc il devrait y avoir un degré de transparence proportionnel à leur fonction en fait sociale et politique. C'est vrai qu'elles ont un rôle politique d'aiguillonneur de nos sociétés ou de transformation de nos sociétés par les produits qu'elles vendent, la manière dont elles les fabriquent. C'est vrai. Une responsabilité. Transparence à soi aussi, ça c'est important. Avec un exemple concret d'une entreprise du BTP. Exactement. J'ai connu une entreprise du BTP qui classait notamment ses salariés en 3 catégories. La première catégorie, c'était les salariés qui étaient capables de faire la transparence sur eux-mêmes, c'est-à-dire de se connaître adéquatement, de ceux qui ne se surestimaient pas et ne se sous-estimaient pas. Il y avait les salariés qui se sous-estimaient et les salariés qui se surestimaient. Le patron de l'entreprise, de toute façon, ne s'en cache pas, il en a fait un livre. Et tout ça pour dire que dans cette notion de transparence, il y a cette dimension existentielle, c'est-à-dire es-tu capable, toi salarié, de parler sans filtre, d'être à l'égard de tes collègues comme tu es, sans être dans le paraître justement social? Es-tu capable d'authenticité et de mettre aussi en visibilité tes points faibles, de mettre en visibilité tes fragilités? Connais-toi toi-même, c'est un peu ça aussi, c'est une manière de s'ausculter finalement de l'intérieur. Oui, c'était une sorte de retour et de traduction dans le monde de l'entreprise de la fameuse devise, enfin en tout cas injonction de la fille de Delphes. Ouais. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux, disait-elle. Et bien là, c'est exactement ça. Et ce qui est étonnant, Arnaud, c'est que le monde dans lequel nous entrons, hyper numérisé, eh bien, ce monde fait d'algorithmes, de récolte de données, eh bien, nous fait entrer de plein pied dans la transparence. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est un monde de la transparence. Où on peut tout savoir. Où on peut tout savoir, ou presque, sur ses salariés. C'est vrai. On récolte des données de manière à les connaître. On prétend justement pouvoir les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, en confiant toutes les données récoltées sur eux à des algorithmes qui, ensuite, vont aider, dans un premier temps en tout cas, les dirigeants à prendre des décisions de gestion. Et on le voit de manière très concrète. Par exemple, dans le fonds de pension Bridgewater, l'un des principaux fonds de pension américains, qui est énorme, absolument énorme, dont le fondateur, le dirigeant fondateur, Ray Dalio, a annoncé son intention de passer la main à un algorithme, et toutes les réunions dans cette entreprise sont enregistrées, filmées, de manière à fournir aux algorithmes stocker et traiter. Et traiter exactement par des algorithmes. Et l'objectif, c'est plus d'efficacité. Simplement, et on appelle ça la transparence radicale. Donc vous voyez qu'il y a des degrés dans la transparence, et c'est la première critique peut-être que l'on peut faire à cette notion. C'est ce que je voulais dire, Thibault, c'est l'envers de ce concept qui finalement est très positif. Il y a aussi quand même des critiques à apporter à parce que là, ce que vous évoquez est assez effrayant quand même. Oui, mais naturellement, c'est pour votre bien, Arnaud, c'est pour votre bien que l'on prétend récolter, que l'on va récolter des données sur vous, vous proposer des contenus personnalisés, etc. Mais quant à l'utilisation qui va être faite de toutes les données récoltées sur vous, qu'en est-il? Alors, moi, je crois très résolument qu'il faut refuser cette obligation de transparence. Il faut refuser cette obligation de transparence parce qu'on se souvient de la déclaration du PDG de Google, Eric Schmidt, qui disait « Seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher se soucient de leurs données personnelles ». D'une certaine manière, si vous avez des réticences à ce que tout soit affiché sur vous, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Eh bien non, je ne crois pas. Je peux à la fois ne rien avoir à me reprocher et en même temps ne pas vouloir que tout ce que je fais soit affiché. Je peux vouloir faire le bien, donner la moitié de ma fortune aux pauvres et tenir pour essentiel que ça ne se sache pas parce qu'il participe de ce bien de demeurer secret. Et donc, ces espaces d'opacité ne sont pas nécessairement un moyen de culpabiliser les gens. Ce que vous soulevez là est un débat qu'on a en France sur les caméras de vidéosurveillance, puisque c'est un argument qu'on utilise pour justifier les caméras. Si vous n'avez rien à vous reprocher, aucun problème pour installer ces caméras. Vous avez d'autres critiques à formuler à l'égard de cette transparence ? Oui, j'en aurais éventuellement deux autres si on a le temps. Oui, Thibault, vous avez le temps. Deux autres. La première, c'est le fait que la transparence, très souvent, trop souvent peut-être, est unilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est le haut de la pyramide hiérarchique
qui décide de faire la transparence sur les salariés, sur le comportement des uns, des autres, de manière aussi, il ne faut pas se le cacher, à pouvoir, le jour venu, avoir un dossier RH tout prêt sur les uns et sur les autres, puisque les individus, on saura déjà ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien. Et il y a des entreprises qui demandent tous les mois, lors de la réunion mensuelle de management, aux gens de dire à leurs collègues, au nom de la transparence et de la confiance mutuelle que l'on se doit, ce que l'on a fait de bien durant le mois écoulé et ce que l'on a fait de pas bien. Tout cela est noté au compte-rendu, puisque c'est dit en toute transparence. Et donc les salariés, eux-mêmes, si je puis dire, s'affaiblissent, alors même que la transparence, elle, n'est pas faite sur le haut de la pyramide. Et on se souvient dans le film là, sur les fondateurs, je crois, de Facebook, ouais. ou de Google, The Cycle. The Cycle, c'est Facebook. C'est Facebook. Ouais. Eh bien, à la fin, justement, l'héroïne, elle dit, si cette transparence était faite sur les fondateurs eux-mêmes. Mais là, on voit qu'ils sont dans une position délicate. Et ma dernière critique, cher Arnaud, elle vous revient. Je vous la laisse la développer. C'est que la transparence, bien souvent, ne porte que sur une apparence. C'est-à-dire qu'on va dire aux salariés, notamment, regardez, vous avez accès à tel chiffre sur la société, vous avez accès à tel chiffre. C'est de la transparence. C'est de la transparence. Sur votre business unit, regardez, vous avez le détail en comptabilité analytique. Le problème, Arnaud, c'est que souvent, ces chiffres mêmes peuvent être manipulés, et tous les experts de l'intérieur, les financiers, les comptables, savent que ce qui apparaît en comptabilité analytique n'est pas toujours vrai et peut être, on va dire, mis à la hausse ou mis à la baisse en fonction de ce que l'on veut impulser comme dynamique managériale dans l'équipe. Un chiffre sous le chiffre. C'est-à-dire que la réalité qui est mise en transparence peut elle-même être trompeuse. Une transparence peut en cacher une autre et elle peut être dangereuse. En tout cas, il y a un travail éthique à l'égard de cette notion de transparence. C'est un plaisir de vous accueillir, Thibaut Brière, philosophe. Je me suis laissé dire que vous alliez sortir un livre, mais vous viendrez nous le présenter. Le mois prochain. Voilà, vous voyez que je n'étais pas loin dans l'actualité. Viendrez nous le présenter, ce livre, parce qu'il parle de l'entreprise. Peut-être d'ailleurs à travers certains exemples que vous avez cités dans cette chronique. C'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt. Tout de suite, c'est la pause café. C'est important, la pause café dans une entreprise. Il faut souffler un petit peu. Voilà, on prend le temps avec Fanny Griesmer. Fanny Griesmer, la petite pause café ou thé en fonction des goûts, évidemment, qui peuvent évoluer au gré d'une saison. La preuve. La preuve. On parle des mots. Alors, vous avez voulu nous parler des mots magiques qui peuvent accrocher l'attention, l'oreille d'un recruteur. Qui sont-ils ? Déjà, vous avez décroché un entretien. Super, bravo, j'ai envie de vous dire. Vous avez réussi à taper dans l'œil du recruteur parmi une foule de candidatures. Vous avez réussi à sortir du lot. C'est très bien, mais voilà, il va falloir transformer l'essai. Comment faire toute la différence en entretien alors qu'il reste a priori 2 ou 3 candidats face à vous ? On vous conseille généralement de bien le préparer, cet entretien, de vous renseigner sur l'actualité de la société pour laquelle vous postulez. On vous conseille aussi de bien vous habiller, mais et s'il suffisait simplement de glisser subtilement quelques mots magiques à l'oreille du recruteur ? Eh bien, c'est une technique très simple qui pourrait faire changer le vent en votre faveur. Attention, et c'est un spécialiste d'ailleurs. Prenez un stylo d'ailleurs. Prenez votre calepin, débouchez le stylo, Fanny Griesmer va tout vous dire. Un spécialiste, tout à fait, il s'appelle Nick Korkodilos et travaille comme chasseur de tête pour la Silicon Valley depuis 1979. Autant vous dire qu'il a pas mal d'expérience. Sur le site Ask the Headhunter, littéralement demande aux chasseurs de tête, il livre ses petites recettes et pour lui cela ne fait aucun doute. Pour convaincre un recruteur de vous embaucher, vous devez lui faire comprendre que vous voulez ce poste et lui faire comprendre clairement. Car selon lui, votre seule présence à l'entretien d'embauche ne signifie pas nécessairement que vous voulez l'emploi proposé et ne pas le dire vous expose au risque de laisser le recruteur penser que vous n'avez pas suffisamment d'intérêt pour le poste. En tout cas, c'est ce qu'estime le spécialiste qui par ailleurs utilise une très belle image qui parlera aux plus sportifs d'entre vous. Pour lui, passer un entretien sans manifester clairement son intérêt, c'est comme jouer au basket sans jamais tirer. Vous ne pouvez pas vous contenter de dribbler et de passer. Ouais. Non, vous devez lancer. Prends ton risque. Donc là, en l'occurrence, vous devez vous lancer. Alors moi, j'attends avec impatience Fanny parce que c'est un petit peu toute la. J'aime bien mettre du suspense. Toute l'offre. Enfin, c'était. Quels sont ces fameux mots magiques ? Alors, il y en a 4. En réalité, plus que des mots, il s'agit d'une formule magique à glisser en toute fin d'entretien. Voilà ce qu'il faut dire en regardant droit dans les yeux le recruteur en toute fin d'entretien. Je veux ce poste.
4 mots, une phrase, simple, directe, apparemment efficace. Alors ça peut Ça, vous c'est le paraître winner, quoi. naïf. Oui, c'est un peu le winner. Alors pas totalement, on va le voir. En réalité, peu de gens osent dire clairement ces 4 mots. Alors non seulement dire que vous voulez le poste et très clairement, ça vous permet de démontrer votre motivation d'une part, vous allez droit au but, mais vous révélez aussi votre courage, votre sincérité. Ce sont des soft skills, des qualités particulièrement appréciées par les recruteurs. Alors elles ne remplaceront bien évidemment pas votre expertise, c'est important, mais conjuguées avec les qualités justement, et cette petite phrase magique, elle peut vous aider à marquer des points. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une déclaration aussi explicite, vous pouvez aussi tenter je veux vraiment rejoindre votre équipe. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est plus sobre, mais voilà, on est dans la même idée. Et on parle au présent, parce que là c'est je veux, et c'est pas je voudrais. Exactement. Non, c'est une nuance de taille. Le conditionnel, non, jamais en entretien. Voilà, non mais c'est présent. important, le je veux, le présent narratif. En revanche, alors Fanny, là aussi, vous avez les mots magiques, mais inversés, les mots diaboliques. Oui. Ils peuvent être magiques, mais dans un autre sens, Ouais, ça, c'est sûr. Toutes les tournures maladroites, contre-productives, franchement, déplacées. Alors, en entretien, on ne peut pas tout dire. Ça, c'est évident. On vous recommande généralement de vous abstenir, par exemple, de prétendre être le meilleur, d'évoquer l'incompétence de votre ancien patron, ou encore être un petit peu trop indiscret sur la vie privée de votre recruteur. Ça, on oublie. Il y a des formulations... dans lesquelles il est risqué de s'aventurer, puisqu'on parlait de sincérité, celle-ci a ses limites, au risque de refroidir très vite celui qui se tiendra face à vous. Alors, première formulation. Ouais, celle-là, elle fait mal. Ouais. J'ai besoin de ce poste. Oui. Ça veut dire, je tends la main, quoi. Non, l'entretien d'embauche n'est pas le lieu où vous devez exprimer vos besoins. Vous parlez plutôt de vos envies, vos attentes, vos ambitions. Oui. Montrez que vous êtes aux abois. Jouer sur la corde sensible, ça ne vous apportera rien de bon, si ce n'est de mettre le recruteur en position de force, finalement, de vous faire avaler des couleuvres et vous faire accepter tout et n'importe quoi sur les termes du contrat, les On est en horaires, faiblesse, le là. salaire. Donc ça, vous oubliez le j'ai besoin, certainement pas. Surtout que le recruteur n'est pas là pour vous faire une fleur, en réalité. Il cherche avant tout un collaborateur sur lequel il peut compter, avec lequel il se projette dans l'avenir, un collaborateur qui a envie et non besoin de travailler à ses côtés, d'autant qu'a priori, on a tous besoin d'avoir un travail dans la vie. Alors, si je vous dis je suis le meilleur candidat, évidemment, pour ce poste, la personne qu'il vous faut. Si vous me dites ça, je ne sais pas comment je réagirais. Honnêtement. Bon. Je trouve qu'il y a un petit excès de confiance, qui peut vous faire passer pour un horrible prétentieux. Peut-être celui que tout le monde va fuir à terme dans le service. Les recruteurs, globalement, imaginent déjà cette situation. Et globalement, ça réduit fortement vos chances d'accéder au second tour. Dans tous les cas, ne dites pas « je suis le meilleur », prouvez-le, venez avec des réalisations, tous vos succès, des chiffres dans vos expériences passées. Voilà, vous devez amener habilement le recruteur à penser que vous l'êtes le meilleur et pas le lui dire clairement. Alors, si je vous dis, Fanny, je pense que je vais me prendre un coup de règle sur le bout des doigts, je veux votre poste. Écoutez, Fanny, allez-y. Voilà, c'est ça le problème. Je vous laisse ma chaise. C'est ça. Et mon salaire. Attention, danger, ça ne fonctionne pas à tous les coups. On a toujours l'impression que c'est une énorme preuve d'audace. Sauf que, oui, vous montrez votre ambition, votre zèle, vous êtes audacieux, vous êtes peut-être aussi courageux, mais prudence. Ça peut amuser certains ou au contraire faire carrément fuir. Trop de confiance tue la confiance. Variante aussi la question qu'on peut vous poser, et généralement on vous la pose en entretien. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si vous répondez à votre place, c'est fini. On en revient à la même. Donc non, ça, mettez-vous à la place du recruteur. Est-ce que vraiment vous voyez recruter quelqu'un qui potentiellement prendrait votre place dans 5 ans? Je ne pense pas. N'oubliez pas que l'entretien, c'est un exercice d'équilibriste où chaque mot doit être pesé. N'oubliez pas non plus que vouloir, c'est pouvoir. Donc vous voulez ce poste, dites-le, je veux ce poste. Vous pouvez tout à fait décrocher le poste si vous le voulez vraiment. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bonne chance pour l'entretien. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, envoyez un... C'est subtil, votre poste, le poste, je suis le meilleur. Sinon, envoyez un mail à Fanny Griesmer qui vous redonnera ses conseils. On va faire une petite rubrique, effectivement. Qui vous réenverra sa chronique, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à noter qui sont essentielles. Merci Fanny. Merci. On fait une courte pause. On va s'intéresser aux reconversions, mais pas n'importe lesquelles. Celles des sportifs de haut niveau. Oui, on est dans les Jeux paralympiques. C'était les Jeux olympiques, des sportifs, pas forcément des sports les mieux
mieux et les plus connus qui, eh bien, à la fin de leur carrière sportive, doivent retrouver le chemin du travail. C'est pas toujours simple, évidemment. C'est souvent un casse-tête. C'est souvent compliqué lorsqu'on a vécu bien un rythme de sportif de haut niveau, de trouver un travail. Et souvent, bien, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, le créent eux-mêmes, créent leur restaurant, leur entreprise, leur business, parce que ils ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. On fait le point avec des sportifs de haut niveau. Ils seront avec nous pour qu'ils nous fassent partager leur expérience. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH. La reconversion des sportifs de haut niveau, c'est un sujet qui concerne tous les sportifs, ou presque. On en parle aujourd'hui dans le Cercle RH, notre débat. Vous allez me dire, c'est pas pareil quand on est footballeur professionnel en Ligue 1, parce qu'on a accumulé beaucoup d'argent, que d'être un sportif d'un sport moins rémunéré, où il faut assez rapidement penser à se reconvertir, voire même parfois avoir un métier en parallèle, parce que le sport que l'on pratique ne fait pas vivre. C'est un casse-tête, il faut le reconnaître, parce que c'est pas simple de se réinsérer, de reprendre une vie normale en dehors des entraînements, de la difficulté que d'avoir des médailles, de gagner des championnats. On va en parler avec des champions dans leurs domaines respectifs et des championnes. Ogéné Morinson, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du cabinet Enego, ça c'est votre nouvelle vie. Oui. Et vous avez été une championne, membre de l'équipe de France de taekwondo. Exactement. Taekwondo, d'ailleurs, c'est un sport martial, un art martial, évidemment. Ça se pratique comment? C'est quoi cet art martial? C'est pas du judo, c'est pas du karaté? Non, c'est vraiment... alors, c'est à la fois un art martial, mais qui peut être aussi pratiqué en compétition, ce que j'ai fait. Et c'est donc l'art de se servir du poing et du pied. Et quand on le voit en compétition, on a un casque, on a un plastron, et l'objectif, c'est de marquer un maximum de points ou de mettre KO son adversaire. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai beaucoup regardé les JO, le taekwondo, on n'a pas brillé. On a eu une médaille. On a toujours au moins une médaille. Une médaille sur deux. D'argent, je crois. Une médaille de bronze. Altea. Elle a 19 ans, donc elle était en préparation pour Paris 2024. Un peu timide dans sa demi-finale. Oui, mais c'est la jeunesse en fait. Mais en face, elle avait 18 ans aussi, donc c'est vraiment le renouvellement des générations. Et si, on a une belle médaille de bronze. Vous avez pratiqué ce sport de haut niveau, comme une championne. Depuis quand avez-vous créé Enego? Alors ça fait 3 ans, bientôt 3 ans. 3 ans. Ouais. Et on va parler avec vous évidemment de ce moment de bascule, de moment où il faut réfléchir à je ne vais pas pouvoir continuer le taekwondo et de vivre de cette passion, parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est une passion, c'est comme une drogue. On va faire le point avec vous, et puis on est avec quelqu'un que vous connaissez évidemment par ses exploits. Taïk Chris, merci d'être avec nous. Merci, c'est un vrai plaisir. Dommage que je ne sois pas sur le plateau avec vous, je suis à distance. Mais il n'est pas dit que vous ne reveniez pas à Paris, que vous êtes en Italie pour c'est ça. Voilà, et vous reviendrez sur notre plateau. Avec une liaison qui va se faire dans des conditions évidemment optimales, comme on sait le faire ici dans l'émission Smart Job. Taïk Chris, avant de vous retrouver, je voudrais juste que ceux qui nous regardent voient un peu vos exploits en roller, parce que c'est totalement incroyable. Alors, c'est pas une compétition au JO, mais je crois que c'est encore pire. Mais c'est un truc de dingue. Regardez ce qu'a fait Taïk Chris avant de créer sa boîte dans les télécoms. Vous allez me dire quel est le rapport. Ça sera la question qu'on lui posera. Regardez quelques images. C'est le florilège des folies. Je dis même pas des exploits, des folies de Taïk Chris.
Taï Chris, il y a des épreuves au départ qui pourraient être JO, mais à la fin, quand vous faites ces trucs un peu dingues avec les animaux et ainsi de suite, là, vous êtes sorti un peu du champ du sport. Je suis sorti du sport complètement. Non, mais j'ai toujours été un challenger et c'est vrai que j'ai fait des compétitions pendant de longues années. Mais vu que j'aime l'adrénaline et on va dire le risque, après j'ai eu ma propre émission télé où j'allais dans des pays lointains et j'essayais toutes les disciplines du monde. Donc c'est clair que voilà, ça n'a rien à voir avec le côté un peu JO. Par contre, les sports extrêmes d'une façon globale sont en train d'arriver aux JO et sont déjà aux JO cette année en skate, etc., en BMX. Donc ça me fait, à la fois, je suis extrêmement fier de voir ce genre de sport arriver aux JO, et à la fois, je me dis, c'est dommage, il n'y a pas encore le roller, et en plus, je ne suis pas encore là. Ouais. On va vous retrouver parce que y a quand même une question que je vais vous poser parce que je ne l'ai pas précisé. Vous êtes aujourd'hui le CEO, donc vous avez créé votre boîte et fondateur de On-Off Télécom. C'est la possibilité, c'est une appli d'avoir 2 numéros de téléphone. Juste une question et je donne la parole à Ogéné qui est avec nous, qui était assez impressionné comme moi de voir votre saut de la Tour Eiffel. Enfin, c'est complètement extravagant. Je l'ai vécu en live, je ne m'en remets pas. Vous êtes un dingue et en même temps tout ça est contrôlé. Vous êtes un sportif de haut niveau. Comment vous faites avec On-Off dans votre boîte? Où est-ce que vous allez la chercher l'adrénaline? Parce que c'est quand même pas pareil que de rentrer dans son bureau que de sauter de la Tour Eiffel. Ça n'a rien à voir, mais c'est le côté challenge. Et quand on regarde finalement le saut de la Tour Eiffel, il a fallu quand même que j'arrive à convaincre le gouvernement français de me prêter la Tour Eiffel et de me laisser faire cet événement incroyable. C'était quasiment créer une start-up. Le fait de lever 1 million d'euros, de m'entourer d'une équipe de 100 personnes. Donc finalement, la transition avec le monde de l'entreprise n'était pas si éloignée. Et donc, il y a 7 ans en arrière, j'étais sur mon lit d'hôpital. C'est vrai que j'y connaissais rien dans les télécoms. J'étais tout seul, j'avais pas spécialement d'argent de côté. Et je suis parti d'un rêve, comme le rêve de sauter de la Tour Eiffel. Là, c'était de me dire, je vais créer un opérateur télécom et essayer de créer une technologie où on va mettre les numéros dans le cloud. Comme vous l'avez dit, c'est une application qui s'appelle On-Off, qui permet aux gens d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc ils téléchargent l'appli, ils n'ont pas besoin d'avoir une deuxième carte aussi, mais en un clic, ils s'achètent un numéro français pour le vendre sur voiture sur le Bon Coin, un numéro pro, un numéro perso, ou même un numéro américain ou anglais. Le problème pour fabriquer ça, ça a été un enfer. Il fallait vraiment créer un opérateur télécom. J'ai dû lever 20 millions d'euros. Enfin, maintenant, la boîte, elle est rentable. Je suis passé proche de la faillite plein de fois pour monter ça. Mais maintenant, on est près de 100 et c'est en train de devenir une énorme boîte dans plein de pays. Ouais, il y a Ogéné, il y a chez Taï Chris, dans ses exploits, il y a quand même un côté, il aime les défis. Alors, c'est un défi sportif, puis là, c'est un défi d'entreprise. Il part de zéro, il monte une boîte où il y a 100 salariés. Je voudrais le transposer au taekwondo, à votre sport et à votre histoire aussi, parce que c'est un peu différent finalement. Votre sport, il ne lève pas des millions d'euros, vous ne créez pas une start-up. Non. Votre sport, c'est du boulot, de l'entraînement, de la sueur, de l'entraînement et du boulot. Ouais. Grosso modo, c'est ça. C'est ça, et un grain de folie aussi, dans le sens où une seconde peut tout changer, parce que si on peut prendre un KO à tout moment, et on ne commence jamais de compétition sans les pompiers de présence, c'est très, très encadré. Oui, parce que le coup dans la tête. Voilà. Et les coups de pied à la tête maintenant comptent pour 3 ou 4 points. Et ils rapportent beaucoup. Ils rapportent beaucoup. On a beaucoup de renversements de situations comme ça. Le côté, le brin de folie, c'est surtout de s'engager pleinement sur un projet, sur la préparation de championnats du monde ou de Jeux Olympiques, 2 ans ou 4 ans avant un objectif, en n'ayant absolument aucune garantie ni d'être sélectionné, ni de résultats d'ailleurs. Donc en fait, il faut en amont avoir une vraie stratégie et oser se dire, je mets de côté, je jongle entre les études, un boulot et mes objectifs. C'est un sport qui ne rapporte pas. Alors, non. C'est pas Lionel Messi au PSG, quoi. Quand j'ai fait 3e à la Coupe du Monde, j'ai eu un appareil photo numérique. Voilà. Donc en fait, effectivement, on ne le fait pas du tout pour l'argent, c'est vraiment la passion. Et mon histoire est un peu différente de l'athlète de haut niveau classique, puisque moi j'ai découvert le sport, j'avais quasiment 18 ans. Sur le tard. Sur le très tard, et personne ne misait un copec sur moi, parce qu'en fait, on me dit t'es bien gentil, mais enfin, il aurait fallu commencer il y a une dizaine d'années en arrière. Donc c'est la passion, j'adorais faire ça, et j'étais dans un club où il y avait des compétiteurs, donc très vite je suis passée de 2 à 5 entraînements. On allait sur le funiculaire Montmartre tous les mardis matins, monter les marches, vraiment. Pour le cardio. Pour le cardio. Aucune garantie de rien. L'entraîneur, la première fois que j'ai voulu faire les championnats de France, m'a dit non, c'est trop dangereux. Donc, et finalement, vous les avez fait? Et finalement, j'ai dit que j'allais aller dans un autre club, donc il a accepté. Il a cédé. Il a cédé, et j'ai perdu de justesse en finale en voulant. Je menais au point, mais je voulais vraiment marquer le coup, parce qu'on m'avait tellement dit que je ne pouvais pas y aller que j'ai voulu marquer un coup de pied à la tête, et en fait, je me suis fait une fracture du pied.
Waouh. Donc la finale s'est terminée aux urgences. Donc le combat a été arrêté. Ah bah ouais. Et donc j'ai vu la combattante qui était très fatiguée gagner le titre et moi partir à l'hôpital. Ouais, donc le vivant comme une certaine injustice finalement, parce qu'à la fois récompensé, mais pas jusqu'au bout. Ah quoi. non, pas récompensé, non, j'étais deuxième. Comme Ty Chris, parce qu'il a tout de suite fait le lien, créer sa boîte, les faillites à plusieurs reprises, les galères aussi. Ouais. Quand vous savez qu'à un moment donné, il faudra s'arrêter. Ouais. Vous le savez, le corps, l'entraînement, la fatigue. À quel moment vous commencez à faire la bascule de vous dire, tout en étant une championne, là maintenant, au Guinée, il faut que tu bascules. Comment ça se passe ce moment-là ? Dès le début, en fait, puisque je menais en parallèle mes études de droit, quand j'ai découvert le sport, et toute la stratégie était de faire un juste équilibre entre mes études de droit, mon boulot, parce qu'en fait, j'étais animatrice les mercredis et toutes les petites vacances pour payer mon sport, pour payer mes études, et le taekwondo. Donc vraiment, ça a toujours fait partie, c'était un jeu d'équilibriste. Ouais, il ne fallait pas abandonner les études parce que c'était évidemment trop risqué. Hors de question, en fait. Et puis... Et vous ne vouliez pas devenir prof de taekwondo parce qu'après, voilà, il faut le dire assez simplement, les champions de sport deviennent souvent les professeurs, les encadrants. Je ne me projetais pas à entraîner et à monter un club, donc je savais que ce sont les études qui allaient me permettre de rebondir et de faire quelque chose, quoi que je fasse derrière. Donc il y a toujours eu ce jeu d'équilibriste. Et c'est vrai que sur la fin, je me suis carrément renseignée sur ce qu'étaient devenus nos anciens champions. Et ça m'a aidé à faire mon choix. Parce qu'à un moment, il faut faire le choix. C'est intéressant de voir ce qu'ont fait les autres avant. J'ai commencé à travailler avant la fin de ma carrière. Donc je jonglais avec l'entreprise et les résultats. Donc Enego Alors non, j'ai d'abord travaillé pendant 15 ans. C'est ça, vous avez été salarié. Voilà, pendant 15 ans au sein d'un grand groupe. Et ensuite, nouvelle reconversion, là je me suis vraiment mise à mon compte. Ty Chris, je ne sais pas si vous nous entendez, parce que parfois la liaison coupe avec l'Italie. Je vous entends. Juste, je vous entends très bien. D'abord, l'image que vous avez, évidemment, pour ceux qui vous suivent, sans d'ailleurs vous connaître très bien, mais vos images parlent pour vous-même. Ça vous aide en quoi dans le business, ça en quoi ça vous aide? Alors, au début, ça a été un vrai désavantage parce que quand on crée une boîte de télécom en étant tout seul, en n'ayant en plus jamais fait d'études, puisque j'ai jamais été scolarisé de toute ma vie, c'est clair que les investisseurs et les professionnels du domaine, ils me voyaient en rigolant, en disant mais de quoi ils parlent, quoi. Et donc c'était un vrai désavantage. Mais du coup, ça m'a obligé de devenir vraiment expert techniquement, à devenir quasiment un ingénieur télécom, à inventer des brevets dans les télécoms, être incollable techniquement. Et après, ça devient une force. Parce que finalement, non seulement j'ai pris l'habitude de parler devant les médias et donc d'être meilleur en tant que communicant, et en même temps, les gens, ça les intrigue de se dire... Si vraiment il a pu créer un opérateur télécom, et le fait d'avoir été champion, ça force le respect. C'est-à-dire qu'on sait qu'en devenant champion dans une discipline, il n'y a pas de secret, il y a du travail, donc c'est avant tout quelqu'un qui sait se remettre en question et qui est travailleur. Il y a plein justement de similitudes entre le sport et le monde de l'entreprise, avec la remise en question, le travail acharné. Il y a par contre des différences. Quand en tout cas j'étais sportif en tant que sport individuel, si je m'entraînais nuit et jour, j'avais des résultats. Si je m'entraînais pas nuit et jour, j'avais pas de résultats. Alors que dans le monde de l'entreprise, ça ne dépend pas que de moi. Surtout quand on est à peu près 100 personnes comme aujourd'hui dans ma boîte. Finalement, c'est beaucoup plus une histoire de manager et de manager tout le monde, d'arriver à transmettre la passion et la vision du produit pour arriver à atteindre les objectifs et de transmettre aussi la confiance avec les investisseurs. Voilà, donc il y a certains points qui sont similaires, d'autres qui sont très différents. Après, la passion et le travail acharné est imbattable, et la remise en question et arriver à se relever toujours, quoi. Voilà. Après, là, je rejoins ce que vous disiez, parce que également, moi, j'avais carrément pas fait d'études, mais le roller, c'est pas le foot ou le tennis, où on gagne des sommes astronomiques. Et en plus de ça, depuis que j'avais l'âge de 20 ans, j'avais mes parents à charge. J'aide mes parents financièrement, donc j'avais une double responsabilité là-dessus. Et je voyais qu'il y a un vrai problème d'éducation sur l'après-carrière dans le monde sportif. Clairement. Finalement, le fait que j'étais dans un sport qui avait aucun potentiel du futur, ça m'a obligé à être très très vite un sort d'entrepreneur, à être bon pour trouver mes contrats de pub, à lire mes contrats, être communicant. Voilà, mon propre agent. Donc ça m'a formé à l'après-carrière parce que j'étais dans un petit sport. C'est vrai. Et voilà. Ce que je regrette dans les sports très traditionnels, c'est que les sportifs ne font que ça et on ne les entraîne pas assez sur plein de choses, sur la communication, sur le business, parce que tout est relié.
tout est relié. Chris, Ogene, vous vous retrouvez, vous êtes tous les deux dans les sports individuels. Alors là, il y a un sport olympique. Le roller n'est pas encore un sport olympique. Peut-être qu'il y a déjà le skateboard. Peut-être on peut imaginer le roller. Chris, peut-être qu'il pourrait reprendre les rollers, imaginons, parce que s'il est capable de faire ça, de se dire tiens, je vous relance un défi, c'est au JO, j'y retourne. Vous voyez, je suis pas loin de vous emmener dans le truc. C'est sûr que j'y retournerai. Quand on bascule, quelque part, on n'a pas le choix dans les sports qui sont peu rémunérés. Mais là, il évoque quand même un sujet, c'est l'éducation à la reconversion des sportifs. En fait, c'est compliqué. Il n'y a pas de centre il n'y a pas une session de 15 jours où on dit aux sportifs, tu sais, un jour, tu vas poser les crampons, un jour, tu vas poser le kimono, un jour, tu vas redevenir un salarié. Ça n'existe pas. Personne ne vous a aidé là-dessus. Non, parce qu'en fait, on dit plutôt aux sportifs de se consacrer pleinement à sa carrière, et qu'après sa carrière sportive, et qu'ensuite, il aura le temps de rebondir. Il aura bien le temps de rebondir. Voilà. Et pour l'image des sportifs, là, je rebondis sur ce qu'a dit Chris. C'est vrai que, pareil, quand on arrive en entreprise, les entreprises ont l'impression que automatiquement, on va mettre le même engagement, la même énergie, la même persévérance pour des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est une belle promesse, si je peux me permettre. On se dit, on a un champion. La promesse du CV, c'est vrai. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais été embauchée sur un CV quasiment uniquement sportif. Mais il y a quand même une bascule à faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est motivé, qu'on a un objectif, là, le rouleau compresseur de la persévérance et du travail acharné. Ça joue, ça revient. Et sur le long terme, de toute façon, et ça, j'en suis l'exemple, le talent le travail acharné bat le talent. Toujours. Que ce soit en sport ou ailleurs. Donc même quand on mise pas sur vous, vous êtes en train de travailler et puis au fur et à mesure, petit à petit, vous battez des personnes qui sur le papier... Parce que le talentueux bloque, vous progressez parce que vous travaillez. En fait, chaque entraînement, on se donne à 110, 120, 150% à chaque fois. Donc du coup, la compétition n'est pas plus difficile que l'entraînement. Alors que les gens qui ont du talent, on en peut-être marre de répéter à chaque fois les mêmes coups de pied, les mêmes techniques. Ils peuvent se retrouver surpris le jour de la compétition. C'est vraiment, ça a été moi ma force et mon étonnement, c'est de réussir à battre et avoir un palmarès meilleur que des filles qui étaient techniquement bien meilleures. Parce qu'il y avait du boulot, il y avait aussi mentalement l'envie de... il y a du mental. C'était que le mental. Alors donc le mental, ça vous fait déplacer des montagnes, mais ça peut aussi, quand on est un petit peu fatigué ou préoccupé par des examens ou autres, faire qu'on passe à côté de ces compétitions. C'est vrai, parce qu'on a l'esprit un peu occupé sur autre chose. Cabinet et négo salarié d'abord, fin de carrière. On fait une transition un peu superposée, puis après vous devenez chef d'entreprise. Oui, parce qu'en fait... Pourquoi ? Parce que ça correspond peut-être au sport indi, à l'idée de créer, d'être dans le défi comme Chris. J'accompagnais que des dirigeants, des chefs d'entreprise, donc je voyais les failles, je voyais parfois le manque de stratégie, en fait, vraiment. Et je voyais les histoires, les expériences. Donc, il y en a plein qui ont recréé des boîtes derrière. Donc je me suis dit, j'y vais sur la partie stratégie plutôt que d'avoir à vendre des produits. Là, je leur explique comment est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs et on se comprend tout de suite avec les dirigeants. Il y a le même état d'esprit, la même folie que de créer une boîte, donc vous retrouvez des salariés avec eux et d'y aller, mais pas des startups, même des boîtes, et de devoir être performant chaque année, de faire autrement, d'aller chercher des solutions, de créer, d'innover. Là, on peut vraiment se... Il y a un petit côté sportif de haut niveau chez les dirigeants, c'est-à-dire dans l'espèce d'abnégation, dans l'idée d'y aller, quoi. Oui, parce qu'en fait, pareil, quand ils vont à la banque ou quand ils essayent d'avoir des fonds pour investir et pour passer à la vitesse supérieure, on ne les écoute pas forcément. Donc, il faut faire ses preuves. Quand on arrive avec du résultat, les portes s'ouvrent beaucoup plus que quand on n'en a pas. Mais pour avoir des résultats, il faut aussi parfois avoir de l'aide. Donc, on est toujours en train de jongler. C'est à ça que je les aide, en fait, dans mon élément. Votre sport, dans sa stratégie, dans la manière de vivre, d'apprendre, de devenir une championne, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre vie professionnelle ? Une tenue, une manière d'être, mentalement de ne jamais rien lâcher ? Comment ça se passe au travail ? Parce que votre cabinet accompagne aussi ces... Pour moi, c'est une évidence qu'en travaillant, en ayant un vrai plan, en ayant une vraie stratégie comme dans le sport, en mettant toute son énergie, on y arrive. Il y a des hauts, il va y avoir des bas, mais en fait, avec l'énergie et avec le travail, on embarque autour de nous des gens qui ont envie de faire partie de l'aventure et on renverse. En fait, le sport, mais on l'a vu encore là aux Jeux Olympiques, c'est que des histoires des renversements de situation. Parce que sinon, si on attend d'être déjà au top pour se présenter aux Jeux Olympiques, ça n'arrive pas. Pourquoi y aller ? Ou au championnat du monde. Bien sûr. Donc le fait on regarde même pas ça sert à rien même de regarder son tirage au sort. On sait que ce sont des pointures en face et on y va et on joue son bagou et ça fonctionne. On joue son bagou. Ouais. J'aime bien cette expression.
On joue son bagou. Ouais, voilà. Ça veut dire on y va Oui, quoi. parce qu'en fait, on peut aussi avoir des manières de faire qui surprennent, et c'est ce qu'il faut, et qui font que du coup, on marque des points et on passe les tours. Et donc du coup, en entreprise, c'est pareil. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Exact. Donc comment dans la stratégie, on fait autrement pour atteindre nos objectifs? Comment même des entrepreneurs, donc des petites structures, se dotent de moyens d'arriver à se vendre et pouvoir grandir et ne pas passer toujours par d'énormes structures et perdre à chaque fois 30% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils ne sont que des sous-traitants. Donc on y va et ça donne du résultat. Avant de nous quitter, ça vous a été défavorable ou favorable le fait que vous ayez été une championne de taekwondo? Ah bah ça a toujours été favorable, Ouais. mais c'est dans le regard de dirigeants, de chefs d'entreprise qu'on se rend compte de ce qu'on a fait en fait. Impressionné. Donc, toujours, surtout le taekwondo en fait. Ouais. Ah oui d'accord, parce qu'en fait là c'est un petit peu moins, c'est un peu plus cadré, mais il y avait énormément, on passait toujours au zapping avec des combats et des chaos. C'est très et la prise spectaculaire. de décision Bah oui, dans bien sûr. l'instant. Ça va très vite. Voilà. Et donc prendre des décisions dans une situation à fort enjeu, c'est notre quotidien. Donc du coup, on se comprend. Taï Chris, avant de nous quitter, vous êtes devenu un chef d'entreprise heureux ou avec un peu de sourire, puisque je vous ai parlé des JO et des rollers, vous avez quand même en même temps envie de regoûter à cette adrénaline incroyable. Parce que je pense que c'est dingue. quand on a goûté à une adrénaline aussi dingue, bien sûr qu'on n'a jamais envie 100% de la quitter. Je ne sais pas si je pourrais refaire un record encore dans ma vie, mais si j'ai la possibilité, si je ne suis pas trop vieux, ça serait magique d'en faire un et je pourrais peut-être sponsoriser l'événement avec ma propre boîte, qui serait la boucle bouclée. Normalement, il n'y a aucun sportif qui peut se sponsoriser lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait juste génial. Mais d'une façon générale, monter ma boîte, ça a été un challenge en soi et j'ai plein d'autres rêves que je vais créer au fur et à mesure dans ma vie. Donc, c'est pas finalement d'être sportif qui a été, comment dire, moi je suis pas sportif, je suis challenger plus que sportif. C'est de rêver des choses incroyables et me battre pour essayer de les atteindre. Un petit mot, Guéné, vous poser une question, réponse courte. Il y a deux choses en fait. Déjà, il y a une championne olympique de skate qui a 16 ans, je crois, elle est toute jeune. 14. Ou 14 ans. 14. Et le plus vieil athlète olympique, médaille olympique, il a 66 ans, donc t'as écrit ça de la marche. Bon, bah, Il faut juste que le roller soit sport. Ça sera le mot de la fin. Par contre, gardez votre entreprise quand même, Taï Chris, parce que voilà, on-off télécom. Vous viendrez nous en parler de votre entreprise, parce que et surtout votre histoire de chef d'entreprise, voilà, qui s'est construit lui-même, évidemment, ce qui est une leçon de vie aussi pour ceux qui nous regardent et qui se disent, bah, je vais pas y arriver. Bah si, c'est possible. Si. Quand on écoute vos vies, la vie des sportifs, bah ouais, c'est possible. Merci Taï Chris, merci de nous avoir accordé ces moments ensoleillés d'Italie. À bientôt de vous retrouver. Merci Ogéné Mojinson. Hein. Mojinson. Eh ouais, Mojinson, voilà. Cabinet Enego qui accompagne, on l'aura compris, avec ses mots, avec sa méthodologie, avec son énergie aussi, parce que c'est important comme ça. Et le sens du résultat. Et le sens du résultat. Ouais. Cabinet Enego pour ces sportifs reconvertis, mais qui aiment toujours le sport, parce que je suis persuadé que vous êtes toujours pas très loin et je compte encore les médailles paralympiques. Des championnes. Et il y a des paralympiques, il ne faut pas oublier, évidemment. Merci de nous avoir suivis, c'est bientôt la fin. Fenêtre sur l'emploi, tiens, ça va intéresser peut-être Taï Chris, je ne sais pas, mais Ogéné, ce sont les villes plébiscitées par les cadres. Bah oui, parce qu'ils en ont marre de Paris, ils veulent partir ailleurs. On en parle tout de suite avec Julien Breuil, un habitué de notre émission. Il est là. Julien Breuil, le retour. Comment allez-vous ? Très bien. Directeur des études chez Cadre Emploi. Tout à fait. Alors c'est un sujet qu'on avait quand même pas mal égrené tout au long de l'année. Là c'est la rentrée évidemment et là c'est intéressant de savoir où en sont les cadres dans leur désir de vert, parce que c'était le titre, les cadres passent au vert. Oui. Ils y passent ou pas au vert, les cadres ? C'est toujours un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai que c'est la 9e édition qu'on mène sur ce thème-là, ville préférée des cadres parisiens. On sait qu'il y a des attentes fortes de mobilité. On sait que le passage à l'acte, il est toujours un peu plus délicat. Alors, c'est pas dans cette étude, mais on sait que la mobilité des cadres, l'année dernière, est restée vraiment très faible. 5% des cadres seulement ont changé d'entreprise. Donc, on avait voulu mesurer dans cette étude s'il y avait des actions qui étaient menées. Oui, on en parle, mais on agit. On passe à l'action. Ouais, c'est ça. Et cette année, oui, il y a quand même un passage à l'acte. Alors après, est-ce que effectivement, il se transcrit réellement
par un déménagement, un changement de région. Ça reste à mesurer, mais par contre, il y a des actions qui sont menées pour en tout cas envisager cette mobilité. Donc le désir de mobilité reste élevé. C'est 82% des cadres parisiens envisagent une mobilité régionale. Julien, ils envisagent. Donc on est toujours dans... Ils ont envie, mais il faut passer franchir le cap. Ce chiffre évolue peu, globalement, selon les années. Il reste toujours autour de 80%. Il y a une vraie envie. Je crois que c'est assez simple aussi de l'expliquer. C'est que, l'évolution, elle est forcément ténue, parce que quand on arrive à 80%, il ne reste pas beaucoup de marge pour encore progresser. Le deuxième élément, c'est que les marqueurs liés à l'insatisfaction des cadres, notamment sur Paris, ils restent forts et bien identifiés. Ils sont insatisfaits à hauteur de 48%. Les raisons sont nombreuses. Le coût, le manque de proximité avec la nature. Et ce qui nous a un tout petit peu surpris, c'est effectivement la notion des temps de transport qui reste encore très forte, alors que l'année dernière, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu un peu plus de mise en place du télétravail. C'est intéressant sur cet item-là juste de noter que le synonyme qui revient le plus fréquemment dans la bouche des cadres parisiens quand on parle de Paris, c'est les embouteillages. Et en fait, le chiffre qui évolue dans les moyens de transport, c'est la voiture. Donc on peut supposer qu'il y a davantage de cadres qui ont peut-être pris leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, crainte du contexte sanitaire. Et qui ont galéré. Ça, c'est vrai. Concrètement, franchir le Rubicon, ça reste difficile. L'idée, c'est quoi ? Les craintes, c'est quoi ? Parce qu'ils en parlent, et puis une fois qu'ils sont face à cette réalité, ils se disent, bon, il y a quand même des contraintes, il faut retrouver un boulot, il faut retrouver le même job. Même niveau de salaire ? Les craintes, elles sont assez simples. C'est également forcément de ne pas trouver de job, tout simplement. C'est pour ceux qui, effectivement, envisagent une mobilité. Et si on creuse un tout petit peu plus dans ceux qui ont véritablement mis en place des actions, c'est de ne pas trouver des offres qui correspondent, effectivement, entre guillemets, à leur secteur, à leur activité. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les cadres continuent, si on identifie un petit peu les typologies de villes qu'ils recherchent, à privilégier les métropoles, 30%. Alors effectivement, si vous prenez le verre à moitié vide ou à moitié plein, vous avez une autre analyse. Mais pourquoi ? Parce que les bassins d'emploi, on le sait, au niveau des cadres, sont quand même au niveau des métropoles. Et les services, souvent, sont à la hauteur. Exactement. Donc il y a vraiment cette problématique de trouver le job qui me correspond. Alors ils sont prêts à des concessions, démissionner, changer de métier en premier, et puis éventuellement, effectivement, envisager une baisse de rémunération, 53% d'entre eux. Compte tenu que la vie est moins chère en province. Exactement, même si c'est toujours un tout petit peu délicat, parce que ce n'est pas forcément les mêmes typologies d'entreprises, les mêmes secteurs. Donc la baisse de salaire, elle reste toujours difficile à identifier, en tout cas à mesurer. L'argument massu, c'est je veux changer de vie pour améliorer mon cadre de vie qui vient renvoyer aux embouteillages et au coût de la vie à Paris. C'est ça l'argument fort. Ça, c'est le leitmotiv, c'est le sentiment qu'en allant habiter dans une métropole régionale ou dans une ville à taille humaine, j'allais dire, on va avoir de meilleures conditions de vie, on va préserver un certain équilibre vie pro, vie perso, et au quotidien, c'est moins de stress, c'est des conditions effectivement avec mes proches qui sont améliorées, et puis c'est un coût aussi potentiellement qui est moins élevé avec des charges qui sont moins fortes. Julien, avant de nous quitter, le tiercé gagnant, j'aurais même envie de dire le quintet gagnant des villes, elles reviennent très régulièrement quand même, ça ne change pas beaucoup. Je crois que Bordeaux reste indétrônable, Nantes reste solidement ancrée à la deuxième place. La petite évolution qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, Lyon reste en troisième position, mais que progressivement, il y a un écart qui se crée avec la deuxième place, qui est Nantes, et par contre qui se rétrécit avec la quatrième ville qui est Aix-Marseille. Donc effectivement, il y a peut-être une perte d'image vis-à-vis des cadres de Lyon, alors que pour autant, on a souvent dit que Lyon était la seule ville, à part Paris, où on pouvait faire carrière et trouver des jobs tout au long de son parcours professionnel. Et ça change parce que Marseille est en train de s'ouvrir, le bassin d'emploi s'est agrandi. Donc ça, c'est intéressant. Et Tours en 10e position. Vous savez le tropisme que j'ai pour la région centre. C'est aussi lié, si on regarde bien l'étude, au TGV, on peut le dire. Clairement, le TGV a redessiné la carte de France professionnelle, forcément, quand vous avez un TGV qui a moins de... C'est dur pour les villes qui n'ont pas de TGV, qui sont souvent des très belles villes, qui pourraient bénéficier d'un boost, mais c'est plus compliqué. Voilà, qui fait que vous mettez 4 heures ou 5 heures pour rejoindre la capitale, et c'est pas possible. Tout à fait. Merci Julien pour ce 9e baromètre, puisqu'on le suit vous depuis des années, enfin en tout cas vous depuis des années, nous depuis 1 an et demi maintenant, sur l'édition de l'étude Cadre Emploi sur les villes préférées, à découvrir d'ailleurs sur le site de Cadre Emploi. Si vous voulez plus de détails, Julien
c'était un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. C'est la fin de notre émission. Bah oui, c'est déjà la fin de notre émission, mais rassurez-vous, on revient demain évidemment pour de nouvelles rencontres, de nouveaux sujets, de nouveaux débats. Merci à vous qui nous suivez, qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie évidemment pour votre réactivité. Merci à toute l'équipe. Jérémy à la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel et merci à Margot Ruot et à toute l'équipe qui m'accompagne. C'était un vrai plaisir. Je serai là demain, fidèle au poste. Bye bye.